tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Rebonjour si vous étiez avec nous ce matin. Donc, on est sur une journée DW Days. Donc, c'est le site événementiel de Jalios et de son écosystème autour de la Digital Workplace. Aujourd'hui, on fait un focus sur la refonte des intranets, comment les moderniser, comment intégrer l'IA. Et donc, pour cette session, je suis très heureuse d'accueillir Amine Emor de Cli Group, partenaire Jalios. Et voilà, on a fait les tests de son. Donc normalement, tout est bien. Je pense que les questions, vous les prenez à la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, Je vous Ok, propose et qu'on les ben prenne à voilà, la fin. c'était la petite note technique. Notez vos questions. N'hésitez pas à les noter au fur et à Oui, c'est mesure ça. et puis on Notez-les les au fur et à mesure, reprendra on à va la les fin. reprendre. Voilà, ben, je vous laisse la Merci parole, pour cette Amine et intro, Mort. Wangan. On se retrouve à la fin. Alors, je sais pas, Mort, je sais pas quoi te dire. Il fut un temps où tout était à faire. JCMS naissait, on codait dans l'éphémère. Chaque projet était une aventure, avec des hacks, sans ligne de structure. on ajoutait, on changeait, tout allait vite. Des demandes clients, on en faisait un rite. On contournait le standard, l'adapter sans fin. Notre seule boussole, c'était leurs besoins. C'est vrai. Je me souviens des nuits, le code comme un art, à bidouiller jQuery, ajouter des parts. Bootstrap n'était pas là pour nous guider, mais on trouvait des prototypes pour avancer. Chaque module, chaque ajout, c'était du spécifique. On improvisait dans une course frénétique. On écrivait 100 modules, 100 modèles forgeant nos outils pour que demain, le client soit ravi. Ouais. Le temps passe, tout a changé. Le produit grandit, il s'est transformé. Maintenant, J-Platform prend le relais. Les fonctionnalités sont là, tout est prêt. Fini les bidouilles, les ajouts en secret. L'évolution fait qu'on se fixe au concret. L'accessibilité, l'évolutivité, les nouveaux cadres nous guident vers l'efficacité, Amine. Eh oui. Le standard est notre allié. Plus besoin de se perdre dans l'illimité. On suit la route, bien tracée désormais. C'est le produit qui mène, on sait ce qui plaît. Et pourtant, on n'oublie pas nos débuts. Les jours où l'on bricolait, jamais perdu. Aujourd'hui, on construit sur des bases solides. Avec J-Platform, plus rien ne nous bride. Eh ouais. Parce que le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu t'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Faut écouler, on fait le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. Construire ensemble pour un retour aux sources éclatant. Bon, Amine, c'est marrant, Oh, mais ok. bon, t'as arrêté ta carrière de musicien, on va s'arrêter. Ouais, c'est clair. Donc, c'est vrai qu'il y a 13 ans, en fait, mort. Je sais pas si tu te rappelles, 13 ans déjà. 13 ans de Jalios, 13 ans de J-Platform, 13 ans de... Non, d'abord, au début, c'était JCMS, puis J-Platform. Enfin, il y a eu de l'évolution. Non, clairement, on va utiliser ces 13 ans d'expertise plutôt pour vous parler aujourd'hui et pour vous parler de ce qu'on appelle le retour aux sources. Du coup, je vais me présenter. Moi, c'est Mohan Gom, chef de projet chez Cli Interactive, qui est l'agence web de Cli Group. Et donc, ça fait 13 ans que nous travaillons dans du JCMS anciennement et maintenant J-Platform. Et donc, je suis expert certifié de la solution. Et je suis Amine Bedjaoui, donc leader technique chez Cli Interactive, une des BU de Cli Group. On en parlera par la suite. Et donc, Amine, aujourd'hui, notre sujet, quand on le lit, on se pose la question, mais qu'entend-il par retour aux sources? C'est quoi le retour aux sources? Bon, ça paraît évident, surtout après la prose qu'on a eue. Non, clairement, le retour aux sources pour nous, en fait, c'est vraiment d'essayer de se réorienter un maximum vers le standard. Profiter de la force qui est devenue J-Platform, parce que JCMS, c'était très bien. J-Platform, c'est encore mieux. Et donc, profiter de cette force-là et retendre aussi bien donc, techniquement vers le standard que fonctionnellement vers les fonctionnalités natives du produit. Ça passe évidemment par plusieurs biais. Le premier étant donc le fait de réduire la personnalisation excessive. Donc du moment où on réalise, qu'on analyse un besoin, on va essayer justement de s'appuyer un maximum sur les outils et les modules intégrés de la plateforme parce qu'ils sont testés et éprouvés par la communauté. Et qui dit s'en remettre à la communauté, c'est s'en remettre donc à l'essence même du produit. Et donc, du coup, toute cette plateforme, elle a été conçue dès l'origine et elle a fait évoluer aussi bien le fonctionnel, donc par le remontée de nos clients, par nos échanges avec, je suppose, les autres intégrateurs et nous. Et donc, du coup, le produit a beaucoup évolué, mais tous les modules restent intégrés à la plateforme. La plateforme en elle-même, elle est testée, elle est éprouvée. Donc, clairement, le plus simple, c'est de s'orienter vers le standard. Et donc, si je comprends bien, retour aux sources, si j'essaie de le résumer, c'est d'adopter une
sorte de simplicité en revenant au standard de J-Platform, donc en enlevant au maximum tout ce qui a été la complexité et le spécifique, tout en gardant cette simplicité-là qui va nous permettre de réduire le coût de maintenance de notre application. C'est bien cela. Ouais, le coût de maintenance et l'évolutivité aussi. Tout ce qui est évolution de la plateforme, si on est calqué, qu'on est proche du standard, en fait, on va plus facilement mettre à jour la plateforme. On voit que Jalios continue à faire évoluer la plateforme et à intégrer des nouvelles fonctionnalités, soit par des nouveaux modules, clairement on en reparlera par la suite, soit par directement le cœur de Jalios qui évolue en lui-même. Tout ça, c'est très important parce que du coup, au niveau de la maintenance, au niveau de l'évolutivité, plus on tend vers le standard, plus ça sera rapide, ça coûtera moins cher, ça il faut le dire aussi. Et surtout, ça permettra de rester dans une certaine conformité, aussi bien légale et réglementaire que des règles toutes simples d'accessibilité ou des exigences du numérique responsable. Et puis encore une fois, je martèle le fait d'être plus proche du standard. Du coup, on a tout le support de Jalios et de ses équipes support, ainsi que la communauté, parce que entre éditeurs, etc., on se parle. Donc du coup, c'est important aussi d'avoir cette possibilité de pouvoir échanger, d'avoir plus de facilité à trouver des solutions. Donc en fait, tout ce que tu me racontes, Amine, me fait penser à l'écrivain André Gide, qui disait « il est bon de suivre sa pente, pourvu que ça soit en montant ». Donc en fait, ici, je vais aller vers le standard du produit, mais quand j'ai du spécifique, je vais les mettre en place quand même pour apporter de la valeur ajoutée sur ma plateforme. Parce que de temps en temps, j'ai des demandes quand même qui sortent du standard. Et dans ce cas, je leur rajoute que quand ça a de la valeur ajoutée ou que le standard ne le couvre pas. C'est bien cela. Oui, clairement. L'idée, en plus de ça, et on va en reparler, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de se jeter dans cette démarche-là. Clairement, ne restez pas en boule parce que sinon, vous allez redescendre la pente. C'est clair. Et donc, du coup, quand on dit ne pas avoir peur, on va vous expliciter en fait quelles sont ces étapes pour revenir aux sources. Et par la suite, on vous expliquera qu'est-ce que ça apporte. Dans un premier temps, en fait, ce qui est important à diagnostiquer, c'est vraiment profiter des moments clés. À quel moment on va aller mettre à jour la plateforme? Tout à fait. Dans la vie d'un projet, donc c'est rythmé par des étapes. Ça peut être cette retour aux sources peut se faire, on va dire, à travers des évolutions fonctionnelles. Il y a des besoins fonctionnels qui sont exprimés par les utilisateurs finaux ou peu importe. Et dans ce cas-là, la première approche, c'est de se dire, OK, Jalios a enrichi sa couverture fonctionnelle. Il y a des nouveaux modules qui sont sortis. Le cœur du produit s'est enrichi. La première approche, c'est de dire, OK, j'ai une demande client. La première chose, je vais regarder s'il y a un module qui traite ce cas-là. Et dans ce cas-là, je vais aller vers le standard. Donc, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure très rapidement. Donc, première étape, c'est j'ai une évolution, je vais aller regarder la couverture fonctionnelle de Jalios à travers les modules ou dans le cœur. Et donc, d'ailleurs, Amine, tu as un exemple Clairement, moi, ça me fait penser, depuis le début à l'époque, par exemple, tous nos clients nous demandaient le flash info. Vous savez, la petite bande en haut de la page d'accueil pour pouvoir annoncer, par exemple, tout simplement que le site va être en maintenance ou que les écritures sont arrêtées, etc. Et bien, tout simplement, cet élément-là, il a été remonté jusqu'à Jalios. Je suppose qu'on n'est pas les seuls intégrateurs à l'avoir monté. Et clairement, en fait, ils ont fait une compilation de toutes les demandes qui étaient faites, parce que c'est vrai que d'un client à l'autre, c'est vrai que ça fluctuait peut-être un tout petit peu, mais au final, tu retrouvais l'essence même, c'était toujours la même. Et du coup, ce module a été concrétisé par le module Flash Info qu'on connaît de Jalios. Donc clairement, par exemple, quand on fait une refonte, on propose à nos clients de rebifurquer vers le module équivalent. Donc on enlève l'ancien type de contenu, on enlève les portlets, les gabarits qui ont été créés et on repasse vers du standard pour s'appuyer sur le standard. Tout à fait. Donc en fait, cet exemple sur les flash info, effectivement, j'ai un besoin qui ressemble à quelque chose qui va vers les flash info. Je vais proposer le module standard, par exemple, et enlever le développement qui a été mis en place. Si je suis dans le cadre d'une évolution, ça peut être une approche. Il y a une étape clé aussi dans la vie d'un projet, c'est les montées de version. Les montées de version, je pense que c'est également une occasion rêvée pour pouvoir faire ce retour aux sources ou retour au standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les montées de version, Jalios souvent embarque des nouvelles fonctionnalités.
donc qui sont très bien décrites dans les fiches de montée de version. Nous, notre approche chez Click, en tant qu'intégrateur, c'est d'aller, on va dire, étudier ces nouveautés, de voir ce que ça apporte. Et suivant les cas clients, on essaie d'adapter en fait notre discours, de comprendre le contexte de l'application et puis voir une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité, comment ça va venir apporter une certaine valeur ajoutée, tout en restant dans le standard. Et donc, souvent, dans les montées de version, on est amené aussi à faire du parallèle entre un spécifique qui a été mis en place et un standard qui amène quelque chose qui va peut-être s'y ressembler à 100%. Et même si c'est à 90%, on va essayer de voir comment ce standard-là va combler le développement spécifique qui a un coût de maintenance. Lors des montées de version, on va quand même essayer de maintenir ce spécifique et souvent, c'est ce qui coûte cher. Donc, le fait de le ramener vers du standard permet d'optimiser le coût de la maintenance de notre application. Je ne sais pas si tu as des exemples, Amine, sur un cas. Non, clairement, ce que je peux compléter par contre, plutôt comme exemple, c'est cette approche très marketplace, connaissances et conseils qu'on va apporter. C'est un des aspects, mais nous aussi, de toute façon, on a aussi notre approche au-delà de la connaissance produit, etc. C'est l'approche technique. Donc là, c'est ma casquette de leader technique qui en parle. Quand on a ces montées de version, nous, techniquement, on le voit en un clin d'œil, les modifications du standard. On le voit en un clin d'œil dans les fichiers parce que Jalios est très bien structuré, donc du coup, on voit très vite quand on fait des modifications. On voit très vite quelles sont les dépendances, on voit très vite quels sont les nouveaux types de contenus qui ont été créés, on voit très vite les nouveaux gabarits, les nouvelles modifications de gabarits, les modifications des types de contenus qui sont réalisés. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans une montée de version, c'est que très rapidement, on va savoir, en regardant, du coup, en appliquant la nouvelle montée de version, quels sont les fichiers qui sont impactés, et on va pouvoir justement s'appuyer sur ces fichiers-là pour dire à nos clients, écoutez, là, je vois que, par exemple, il y a un gros écart fonctionnel maintenant avec la nouvelle version. Peut-être que ça vaudrait le coup de revenir au standard, et puis après, on voit si on peut réadapter pour rajouter, s'il manque des fonctionnalités par rapport à ce que vous aviez en tête. OK, donc en fait, et la troisième étape, nous, qu'on a identifiée pour penser en tout cas, ou peut-être envisager ce retour aux sources, c'est la refonte. Il nous arrive souvent dans la vie d'un projet que l'on parle de refondre. Et refondre, ça peut être une refonte ergonomique, ça peut être une refonte fonctionnelle. Et souvent, c'est les deux. Et dans ce cas-là, l'aspect fonctionnel, ce serait dommage d'embarquer toujours du spécifique sur quelque chose que Jalios couvre de base dans des modules ou dans le cœur. Et donc, c'est souvent cette approche-là qu'on porte, nous. Quand on nous parle de refonte, on se dit, OK, c'est une occasion rêvée aussi de pouvoir envisager sur certaines fonctionnalités de revenir sur le standard. L'exemple clé, bon, est-ce que tu te rappelles d'il y a, visé large, 10 ans il y a 10 ans, pour tous nos clients, on crée un type de contenu qui s'appelle actualité. Ça se trouve, vous l'avez même encore certains d'entre vous. Le type de contenu actualité, c'était vraiment un type de contenu qui était créé quasi obligatoirement parce que dans JCMS, je dis bien JCMS, c'était à l'époque, maintenant c'est plus comme ça. Dans JCMS, il y avait un seul type de contenu qui était créé, c'était l'article. Et souvent, nos clients nous demandaient de faire la différenciation entre le contenu froid et le contenu chaud. Et donc, le contenu chaud pour eux, c'était les actualités. Et donc, du coup, on crée un deuxième type de contenu qui ressemblait beaucoup à article, soyons honnêtes, et juste pour faire cette différenciation. Et bien là, du coup, ça, Jalios l'a compris, il l'a bien analysé. Le type de contenu article est toujours là, moins utilisé, mais toujours là. Mais à côté de ça, il y a un nouveau module qui a été créé qui s'appelle JNews et qui permet de pouvoir mettre en place toute cette fonctionnalité-là. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Oui, d'ailleurs, tu me parles de type de contenu et autres, mais moi, je suis client, par exemple. J'ai mis en place une plateforme où j'ai changé ma barre, enfin, mon header, j'ai changé ma navigation, j'ai changé ma recherche, la disposition, on va dire graphiquement. Ouais. Pareil, j'ai développé des applications parce que je veux lister d'une certaine façon mes espaces collaboratifs. J'ai mis en place, pareil, des choses sur la newsletter. Donc là, tu me parles de retour aux sources, mais comment ça s'agence? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Enfin, c'est pas par malhonnêteté qu'on faisait les modifications sur les headers, par exemple. Non, clairement, c'était fait parce que on n'avait pas les possibilités de le faire différemment que de transposer une nouvelle manière de le faire.
c'est-à-dire on crée tout de zéro, etc. Là, maintenant, le nouveau header je dis maintenant, mais ça fait quelques années déjà. Le nouveau header de Jalios ou les nouveaux types de contenus pareils de Jalios nous permettent de pouvoir tout modifier. Si on prend le cas du header, l'icône, maintenant, c'est un paramètre. La recherche, elle est entièrement paramétrable et modifiable. Les iconographies sont totalement modifiables via du paramétrage. En back-office, on peut aller modifier chacun des icônes. Et je me rappelle qu'on a toujours créé ce petit icône avec la tête de la personne ou avec les initiales de la personne. Et à l'intérieur, on mettait des liens pour aller sur le profil, etc. Je crois que j'ai encore des clients qui l'ont celui-là. Et ben, pour te dire, clairement, maintenant, avec la sidebar, on a totalement la possibilité de paramétrer tout ce qu'on veut dedans. Donc, soit on garde les éléments qui sont de base. Donc là, je peux vous montrer, par exemple, chez nous. J'y arrive. Chez nous, par exemple, on a gardé le standard et on affiche la sidebar avec les différents éléments de la sidebar. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est incrémentable. Que ce soit les éléments ici ou les éléments sur le côté, on peut les enlever, on peut les modifier, on peut en rajouter de nouveaux. Ils sont paramétrables. Tout ça, c'est paramétrable et on reste dans une même dynamique de standard. De plus, il y a d'autres éléments en fait, qu'il faut prendre en compte aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis qu'il faut prioriser les éléments. Parce que en fait, dans une refonte ou dans une montée de version, clairement, nous, on va vous mettre en exergue ce qui pourrait être remis au standard. Et après, ça sera de l'arbitrage. Parce qu'on peut se dire, bon, bah voilà, on garde dans l'état et on travaille ça dans la suite. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il faut toujours profiter des avancées technologiques. Aussi bien, donc là, je vous ai parlé du header, mais il y a plein d'autres cas. Les applications de Jalios, au début, il y en avait 2-3. Il y avait l'annuaire, il y avait les événements, et encore, non, il n'y avait pas les événements. C'était l'annuaire, les espaces collaboratifs et la recherche qui se ressemblaient à peu près. Et donc, du coup, on pouvait se permettre de t'aimer tout ça, de modifier, de rajouter des fonctionnalités. Mais maintenant, il y a plein d'applications différentes. Du moment où on installe un module, limite, on a une nouvelle application qui est créée. Donc, si vous ne voyez pas de quoi je parle, chez Jalios, le terme application a un sens. C'est une page où vous avez le bandeau du header, la sidebar à gauche qui vous permet de faire des fils, qui vous permet de faire des choses à l'intérieur. Et au milieu, vous avez les contenus. Et donc, du coup, à ce niveau-là, en fait, un retour au standard est cohérent parce que du coup, tu gardes une cohérence graphique. Mais ce n'est pas non plus un frein parce que on a toujours la main pour pouvoir modifier le titre, l'icône, modifier par la suite, si on veut, avec l'intégrateur, l'affichage, mais on peut garder toujours cette même cohérence. On a tous les outils pour pouvoir le faire, même de manière globale. Par exemple, pour les cards, on n'est pas obligé de modifier card par type de contenu. On peut même modifier globalement le tout via des propriétés. Donc, même en tant qu'intégrateur, il faut être conscient de tout ça. Deuxième élément, c'est les types de contenu, je me remets dessus parce que vraiment, on en a créé tellement. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a même créé des portlets carousel à l'époque. Et oui. Et ça n'existait pas. Il fallait bien en faire. Et au final, maintenant, Jalios l'a fait. Donc, du coup, on enlève ça. Et puis surtout, le petit nouveau, là, tous nos clients, il va falloir qu'on leur en parle. Mais avec l'arrivée de J-Newsletter, tout ça, il va falloir qu'on revoie les bulletins de newsletter spécifiques qu'on a réalisés avec nos clients et peut-être réadapter tous ces sujets-là pour que ça soit intégré avec J-Newsletter. Bref, tout ça pour vous dire qu'un retour aux sources en priorisant les éléments, ça reste quand même un atout majeur pour pouvoir pérenniser la suite. Et le plus important, en fait, c'est de bien cadrer tout cela. En fait, l'aspect cadrage, effectivement, c'est l'aspect fonctionnel, mais également sur l'aspect technique. On met ce slide ici, peut-être qu'il va faire un peu peur, hein, mais il faut des outils qui permettent de s'assurer des tests. Des tests en fait de non-régression, parce que qui dit retour aux sources, on va changer certaines choses, il faudra enlever certaines choses, mais ces éléments qu'on enlève, il ne faut pas qu'il y ait des résiduels qui peuvent entraîner des dysfonctionnements, donc que ce soit au niveau des fichiers ou autres. Nous, on a une plateforme d'intégration continue qui nous permet en fait de s'assurer des tests de non-régression, par exemple, sur certaines fonctionnalités, de s'assurer également des tests en amont sur certaines fonctionnalités. On peut déployer rapidement, voir une fonctionnalité, comment ça viendrait s'interfacer dans une plateforme
d'un de nos clients, par exemple, et donc le tout orchestré sur des bases et des bonnes pratiques de développement, mais également sur l'aspect aussi numérique responsable, parce que débrancher des fonctionnalités, c'est bien, mais également nettoyer pour ne pas laisser des fichiers résiduels sur des serveurs ou autres. Donc voilà, tout ça orchestré à travers une plateforme qui permet de s'assurer de ces éléments-là aussi, que ce soit technique, nettoyage, fonctionnel, non-régression, et puis de valider des fonctionnalités en amont. Voilà. Donc tout ça, c'est bien mignon. On a bien expliqué pourquoi et comment le faire. Maintenant, il y a vraiment, on va plus s'attarder sur ce qu'on y gagne en fait. Ce qu'on y gagne dans un premier temps, c'est vraiment un retour aux usages en fait. Et on va plus se concentrer en enlevant les problématiques liées du coup au suivi, à la complexité, etc., à se concentrer vraiment sur l'usage. Est-ce que ajouter une nouvelle fonctionnalité ou modifier une nouvelle fonctionnalité va apporter à vos utilisateurs. Mais avant cela, parce que ça fait partie du sujet aussi, au niveau du numérique responsable, il y a aussi une grosse section qui est le sociétal, donc pour vos utilisateurs. Au niveau de l'accessibilité, les objectifs de Jalius sont clairement évidents. Donc, sur les 2 dernières années, il y a eu un gap énorme au niveau de l'accessibilité. Et ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur vraiment parce que du coup, on a des engagements, on s'est lancé dans des engagements aussi bien Jalius que chez CLI auprès de labels du numérique responsable. Et donc, du coup, on se doit de viser ces objectifs-là. Donc, plus on s'approche du standard, plus il sera facile d'accéder à ces chiffres qui paraissent énormes. Parce que ce qu'il faut savoir, parce que là, en fait, c'est marrant parce que si vous tracez ça sur une courbe, vous aurez l'impression d'avoir un logarithme, mais c'est parce que c'est clairement le cas. Hein. Les derniers pourcentages sont les plus durs à avoir. Plus on monte en pourcentage, plus c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que Jalius se concentre sur ce sujet-là, c'est une très bonne chose parce que du coup, le retour au standard est d'autant plus justifié pour pouvoir suivre cette courbe-là. Donc, si j'essaie de synthétiser à Amine, j'ai une plateforme, j'ai des contraintes ou des nouvelles choses qui font que je dois être accessible sur ma digital workplace. Le fait de revenir à la source ou au standard de J-Platform, ça me permet de bénéficier de ces éléments que je vois à gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de me dire, on est au mois de juin, le standard maintenant de Jalius est accessible à 67%. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Donc, ça veut dire que si je me conforme et que je revienne au mécanisme standard, que ce soit le header, le footer ou certains composants, en tout cas de J-Platform de façon standard, je vais bénéficier automatiquement de ces aspects d'accessibilité, ce qui n'est pas négligeable quand même. Exactement. Je rajoute quand même une petite couche parce qu'on est quand même un intégrateur et qu'on a plein d'experts chez nous de l'accessibilité. Et d'ailleurs, nos quelques références le prouvent. Notre travail, c'est évidemment de ne pas pourrir le travail de Jalius. Donc, si vous nous demandez de faire des modifications, aussi bien ergonomiques ou fonctionnelles sur le produit, on cherchera un maximum à tendre, nous aussi, vers l'accessibilité la plus proche du produit. Donc, oui, il y a quelques références quand même sur chez CLI, on est à 100% sur certains portails. Sur les sites Mon Parcours Handicap et handicap.gouv, ça serait quand même dommage qu'on ne soit pas à 100%. Oui, très bien. On parle d'accessibilité, qui est un des aspects du RSE, la responsabilité sociétale entreprise, où on a des engagements vis-à-vis de la société, que ce soit au niveau social, économie ou environnement. Nous, sur ce volet-là, accessibilité, on le mettrait aussi également dans ce volet d'engagement, on va dire RSE. Mais chez CLI, on a mis en place des éléments aussi qui nous permettent en fait de répondre à des exigences, on va dire, dans le numérique responsable, notamment un module. Tu peux en parler, Amine ? Ouais, alors je pense que ça, pour le coup, on pourrait dédier un webinaire rien qu'à ce sujet-là, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le numérique responsable, sur ce module en tout cas. Et rapidement, on a pris l'enjeu il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, de réaliser un module ludique et communautaire qui permette
aux utilisateurs, pas spécialement contributeurs, juste toute personne de la plateforme, si vous leur en donnez le droit, de proposer aux contributeurs une nouvelle version, de faire des mises à jour sur les contenus, de aider à resizer, changer les codecs, je vais dire, les formats pardon, des images, et des vidéos, des sons. Bref, tout est dans une approche ludique et d'apprentissage. Le but, c'est de sensibiliser les utilisateurs. Donc, ça est basé sur le manifeste des designers éthiques pour réaliser ce module. Et l'intérêt, c'est de faire interagir tout le monde avec ce module-là. Et c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Jalios sont dans la même démarche que nous. En parallèle, le module JClean permet de pouvoir faire du nettoyage de contenu et de la mise à jour de contenu. Et donc, du coup, ces modules-là sont, bon, là, en l'occurrence, vu que c'est une application à part entière, peuvent très bien coexister, mais ils ont à peu près le même esprit dans l'approche NR. Pourquoi je vous parle de ces modules? Parce que c'est des modules qui sont clairement, bon, au-delà de la partie numérique responsable, qui sont clairement des modules qui sont dédiés à travailler sur une approche très standard, en fait. Ces modules-là vont se baser sur ce que vous faites sur la plateforme en standard, en fait, enfin, sur la plateforme. Et donc, plus votre produit sera standard, plus ça sera simple pour l'exécution de ces modules. Je connais moins bien celui du JClean, mais de ces modules qui permettent de pouvoir nettoyer les informations. Oui, donc en fait, ici, le point, c'est j'ai fait ce retour à la source, au standard. Je peux facilement demain, effectivement, aller sur des usages NR, mettre JClean, mais également intégrer un module comme le module NR de CLI aussi, parce que c'est complémentaire à Jalios ou que ça apporte d'autres éléments. Ben, le fait de revenir à la source permet de faire ces genres d'intégration en termes d'usage. Mais nous, quand on parle de NR, on a aussi deux volets. C'est-à-dire qu'on a côté projet, la façon dont on déroule le projet, la méthode projet, où là, on est plus sur l'assurance qualité. Jusqu'à présent, on parlait de PAQ. Nous, on intègre l'aspect aussi environnement dans les PAQ maintenant, et également dans la conception. C'est-à-dire que nos équipes sont sensibilisées, formées sur des aspects d'éco-conception, donc avec ces notions d'éco-score, ainsi de suite. Et pareil, on a chez nous des équipes en fait certifiées en accessibilité. Hein. Et certification accessible. Voilà. Et donc côté techno, on est donc ces modules qu'on a présentés tout à l'heure. Donc c'est le module CLI qui permet d'être en complément ou autre avec le module Jalios, mais en tout cas qui permet d'avoir des éléments sur la partie NR. Et là, on a mis un élément où on parle de GPT, mais ça ouvre la suite sur un peu l'IA. Le fait de revenir à la source permet également d'introduire des usages. Et comme par exemple l'intelligence artificielle, où là aujourd'hui, en fait, on parle de 90% des employés en fait, qui voudront automatiser en fait leurs tâches, et ben, ce qui leur permettrait également d'être plus épanouis dans leur travail. Et l'aspect RSE, donc il y a cet aspect aussi de bien-être au travail. Et donc l'IA, nous, on le voit dans cet usage-là, dans une digital workplace, c'est quelque chose qui va apporter de la valeur ajoutée, mais en même temps permettre à l'utilisateur d'aller sur des tâches essentielles et donc d'être peut-être beaucoup plus épanoui dans ce qu'il fait au quotidien. Et donc aujourd'hui, on a 4 principales utilisations sur l'IA, principalement la création de contenu, les analyses de rapports sur des données, l'apprentissage, ça peut être un autre volet beaucoup plus profond, mais également de la recherche. Maintenant, ça, c'est l'approche globale de l'IA. À ce jour, aujourd'hui, il y a d'autres domaines d'application, mais si on le contextualise dans la digital workplace, on a aujourd'hui une expérience avec les modules Jalios. Pareil, on parlait tout à l'heure de retour aux sources, le module JNLP de Jalios. On a des éléments aujourd'hui qui sont présents. Donc, dans l'approche IA, on peut, par exemple, faire de la correction ou amélioration grammaticale parce que c'est souvent des tâches chronophages.
Donc voilà, ça peut nous prendre du temps. Et donc ça, l'IA peut nous aider à le faire dans une digital workplace. On peut également générer des résumés. On sait que souvent, un résumé, un texte, ça peut paraître simple, mais ça peut prendre du temps. Donc, tout comme la traduction automatique, la rédaction de contenu. Ces éléments, aujourd'hui, il y a des modules qui permettent de venir se greffer dans Jalios et puis qui amènent un usage, donc qui amènent un plus par rapport aux utilisateurs au quotidien. Mais également, on a dans l'approche IA dans le Digital Workplace, le classement automatique. Parce que souvent, on a du contenu, mais on doit les classer. On doit les classer dans les thématiques. On doit aussi extraire des mots-clés. Par exemple, structurer les métadonnées, extraire des mots-clés. Et en même temps, les étiqueter. Par exemple, j'ai des données qui sont confidentielles. J'aimerais pouvoir les mettre parce que le document contient certaines informations qui me permettent de les détecter automatiquement et puis de pouvoir l'étiqueter ou le baliser automatiquement en confidentiel. Tout ceci, l'IA peut nous aider à le faire dans la Digital Workplace. Et sans oublier, par exemple, si on regarde l'aspect de détection de similarité, par exemple, et ça, on peut l'amener sur également la vision NR, c'est-à-dire que je détecte des fichiers qui sont en doublon, ben, ça peut être un aspect aussi qui me permet de, derrière, avec le JClean qu'on a montré tout à l'heure, qui est au module Jalios, ben, de pouvoir dire, ben, en fait, ce document-là, je dois l'enlever pour une approche de numérique responsable, voilà. Et donc, on sait que ça a un impact aussi, un document a un impact aussi sur l'aspect, on va dire, pour la planète. Hein. On sait ce que représente tous ces documents-là. Hein, moi, ce que j'entends du coup, c'est que le retour aux sources, en fait, va nous permettre de nous axer sur des meilleurs usages, en fait, de pouvoir nous concentrer sur les usages qui vont avoir une plus-value pour nos utilisateurs et pouvoir nous concentrer sur ce que l'on peut, bénéficier en se concentrant moins sur la partie, sur les parties, j'ai envie de dire, un peu chronophages, sur les montées de version, etc. Et puis se concentrer sur les plus-values des nouveaux outillages qui nous sont mis à disposition. Oui, par contre, cet élément-là est important, mais il faut de l'accompagnement. Nous, on est convaincus que tous ces usages, que ce soit l'IA, NR ou autre, il y a besoin d'un accompagnement structuré. Et c'est pour ça que, par exemple, je donne l'exemple de l'IA, qu'on peut voir ici. Pour intégrer une IA dans une digital workplace, souvent, on est dans des organisations où certains sont plus sensibilisés que d'autres. Certains sont plus avancés dans l'utilisation de l'IA, par exemple, que d'autres. Et donc, en fait, souvent, nous, la première chose, c'est de se dire, l'IA, oui, mais c'est quoi le besoin des clients? Donc, c'est d'embarquer des utilisateurs qui utilisent la digital workplace au quotidien. Et donc, c'est d'identifier les usages et quels sont les usages de leurs besoins. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a défini ces usages, c'est ensuite d'attaquer le chantier technique. On peut voir des cas où les gens inversent les choses, peut-être attaquer le chantier technique et se rendre compte que peut-être que ça ne convient pas. Mais finalement, c'est peut-être que ça ne répond pas aux besoins des utilisateurs finaux. Et donc, c'est dans un second temps qu'on voit les choses en termes de chantier. Donc, le chantier technique, ça peut être validé très rapidement à travers un POC et dans un périmètre peut-être réduit d'un certain nombre d'utilisateurs qui a ce sens ou ce besoin-là d'utiliser de l'IA. Donc, un POC dans un périmètre réduit pour le valider, le fonctionnement. Et si cette approche-là convient à une audience réduite, on peut là, dans ce cas-là, favoriser l'adoption. Et favoriser l'adoption, c'est une méthode. Hein. Il y a des méthodes qui permettent de former des gens, de les assister, de documenter. Et donc, tout ça, nous, on y intègre aussi cet aspect-là éthique NR. Parce qu'on dit IA, on en parle beaucoup maintenant dans nos digital workplace, mais à se poser aussi la question, hein, si j'intègre une IA, quel est son impact aussi au quotidien et même dans l'environnement. Donc, si je fais juste une IA qui va peut-être générer un article, mais qui n'a aucun... Est-ce que je le mets sur la balance par rapport à ces aspects NR? C'est des questions à se poser. Et c'est dans l'approche aussi d'accompagnement. Pareil, il y a quelque chose, hein, c'est la mobilisation des acteurs métiers. Donc, ça, dans cet accompagnement, il y a, comme je l'ai dit précédemment, tantôt, c'était le besoin des utilisateurs. Mais quelle est aussi la méthode utilisée dans l'approche numérique responsable? Chez CLI, on a donc des consultants qui sont formés et qui ont ces notions-là, ces notions de mesure. Parce qu'au final, sur quoi on va mesurer quelque chose? L'éco-score, dont on parle beaucoup, hein, pour pouvoir arbitrer des choix, c'est un élément, par exemple, factuel, qui permet de dire, en fait, je vais pouvoir faire ceci ou cela,
et ça me permet de définir sur quels critères je pars. Et donc, tout ceci à travers une méthode. Et c'est cette méthode-là qu'on décrit ici, et jusqu'à ce que ça nous amène au cadrage technique. Et chacune de ces étapes-là, on y intègre cette notion de numérique responsable. C'est une notion assez vaste, mais voilà, donc c'est une approche qu'il faut avoir de l'identification des besoins jusqu'au cadrage technique et sa mise en place. Non, ce qui est important à noter, en tout cas dans cette histoire, c'est on revient à peu près à ce qu'on se disait au début, l'arbitrage des choix. L'EcoScore va nous permettre de pouvoir justement prioriser les éléments. Donc on revient sur cette histoire de priorisation, de mettre une temporalité aussi. En fonction de la différente étape du projet, on va pouvoir définir à quel moment on va réaliser certains éléments ou pas. Donc clairement, il est recommandé de bien cadrer cette phase-là, de bien être accompagné à ce niveau-là. Je passe ça. Donc, pour conclure, je pense que la conclusion elle est simple. Le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Bon, Amine, tu ne vas pas repartir sur des. Ok, d'accord, j'arrête. Pardon. Non, clairement, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, le retour aux sources, ça a plusieurs vertus. Et la principale, ça va être de vous faciliter déjà et de vous réduire les coûts sur tout ce qui s'agit du côté technique, pour les montées de version, pour les modifications. L'approche facilitée va être flagrante quand il s'agira de pouvoir du coup, remonter des éléments à Jalios directement, pour pouvoir échanger avec eux et réussir à avoir des informations sur comment est réalisé le produit, etc. Bon, on est toujours là, évidemment, pour pouvoir le faire. C'est pas le sujet. Est-ce que tu te rappelles une fois ne pas avoir déjà décompilé le code de Jalios pour comprendre comment ça marche? Non, on le fera toujours, ça c'est absolument pas un souci, mais clairement c'est une approche, en tout cas c'est une méthode qui est très intéressante et qui me semble être orientée dans notre démarche et qui est en raccord avec ce que fait Jalios aussi de leur côté. En petit teasing, j'ai réussi à avoir quelques petites infos en inside de Jalios, qui est en train de travailler, donc pour la cohérence avec l'éditeur, qui est en train de travailler justement sur des offres où justement ils vont découper toutes les parties entre Jalios Intranet, Jalios Teamwork, donc plus orienté, collaboratif, etc. Et donc du coup, le sur-mesure reste quand même toujours présent parce que c'est notre travail. Mais même si on est dans une approche SaaS ou PaaS, donc une approche cloud, on va toujours pouvoir apporter notre touche aussi bien graphique que fonctionnelle, tout en respectant un maximum le standard parce que faut bien que ces 14 ans nous servent à quelque chose. Et puis voilà, oui, mais 13 ans, 14 ans d'expérience. En complément de cela, c'est qu'effectivement, on a des cas clients où une digital workplace, ça s'interface avec, on va dire, d'autres applis métiers, on a des besoins spécifiques, tout ça reste d'actualité. Mais nous, notre approche chez CLI, c'est OK pour faire du développement spécifique, mais tout en respectant les standards du produit, tout en garantissant également l'évolutivité, la maintenance. Et donc, en respectant les bonnes pratiques, au final, oui, on met en avant le standard, le retour aux sources, quand le produit le fait. Et donc, ça, il faut arriver à les qualifier. Et derrière, quand je mets également en place des développements spécifiques, il ne faut pas que ce soit non plus une usine à gaz ou quelque chose de difficile à maintenir. Et le retour aux sources, c'est le volet où on a montré l'IA ou NR, c'est je peux facilement rajouter des nouvelles fonctionnalités également pour bénéficier de la couverture fonctionnelle large de Jalios. Exactement. Donc, du coup, tout à l'heure, on vous disait qu'on était CLI Interactive, on est l'agence digitale de CLI Group. Et vous pouvez le voir, on réalise aussi bien des sites institutionnels que des sites de Digital Workplace, quelle que soit la techno, parce que par exemple, on a la Haute Autorité de la Santé qui est aussi du J-Platform, les conseils du supérieur du notariat aussi. Et on s'appuie sur toute la force que représente notre groupe, parce que on a d'autres branches de l'équipe du groupe qui travaillent sur la data, sur l'IA, sur la sobriété numérique et sur la cybersécurité, sur le change. Et c'est tous ces éléments-là qui font que du coup, on peut être aussi force de proposition aussi. Voilà,
J'espère qu'on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et on peut reste disponible peut-être pour les commencer à questions. répondre aux questions s'il y en a. Ouais, timing parfait. Donc, il nous reste un quart d'heure, je pense. C'est ça? Ouais, on a un petit quart d'heure pour les questions. Même pas 20 minutes, puisqu'on a commencé à 14h. Donc, voilà, on va pouvoir aborder les questions. Donc, merci, et merci pour cette belle prose. Je pense qu'il faut vraiment être très... voilà, vous connaissez très, très bien Jalliot. C'est pour ça que vous pouvez faire des poèmes comme ça. Donc, merci pour le clin d'œil. C'était notre petite tête d'amour. Voilà. Au niveau des questions, alors je pense qu'il y a ce que j'ai vu passer là beaucoup, c'était alors par exemple une question de Magali qui s'interroge beaucoup sur l'impact de l'IA sur l'environnement. Est-ce qu'il est préférable de faire une recherche Google ou utiliser ChatGPT? Alors donc il y a Julien qui donne quelques chiffres. Je ne sais pas si c'est un aspect que vous voulez développer dans le cadre de cette présentation. De mon point de vue, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des chiffres, des mesures. Oui. Et on l'a évoqué ce matin. Le problème, c'est que si on s'y attaque pas, en fait, on ne sait pas ce qu'on peut vraiment y gagner. Et en fait, il faut faire des mesures de cycle de vie complet d'un usage, en fait. C'est très compliqué. Je pense que la question, effectivement, elle est très, très bien posée. C'est est-ce que il faut faire c'est quoi, voilà, dans le cas d'usage d'une recherche Google, est-ce que c'est mieux d'utiliser, faire une recherche comme ça dans le moteur de recherche, si on transpose à une digital workplace, ou est-ce qu'il faut mieux utiliser un assistant et puis faire ce que propose JNLP? Alors, il y a plusieurs approches à ce sujet-là et je recommande le webinaire de Fabien sur le sujet. Peut-être qu'on pourra le linker. Je ne sais pas si Jennifer peut le balancer dans le chat. Fabien avait fait un sujet là-dessus, à Fabien Couvert avec, je crois, peut-être Michel. C'est en effet des questions qui sont très importantes parce que du coup, il faut savoir faire un parallèle entre l'approche NR et ce que représente l'IA. On a des métriques qui sont listées du coup dans le webinaire. Alors, je ne saurais pas vous les ressortir de tête. Je vois que Julien, Monsieur Cross, a balancé quelques infos aussi qui sont à vérifier. Ce qu'il faut savoir aussi, le deuxième élément qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est tout jeune et que c'est en perpétuelle évolution. Que, en effet, pour le moment, on a des métriques qui peuvent paraître du coup, un peu énormes, mais que c'est en pleine évolution et qu'il y a des moteurs qui sont en train d'évoluer là-dessus. On a des moteurs qui du coup couplent. Alors là, on va rentrer dans vraiment le technique, qui couplent la méthode matricielle de recherche. Je pense que tu peux peut-être plus compléter que moi. La méthode matricielle de recherche avec d'autres éléments d'indexation. Et donc, du coup, ça va aller chercher l'information plus rapidement et peut-être moins lourd. En fait, c'est plus la génération des modèles qui coûte cher. C'est pas quand on parle de 30 prompts, ça dépend de comment on a calculé, comment on a fait pour générer le modèle. C'est donc l'apprentissage qui est vraiment coûteux. Après, faire l'interrogation, c'est beaucoup moins coûteux, évidemment, en ressources. J'espère ne pas trop dire de bêtises parce que c'est pas moi le plus là-dessus. Non, effectivement, on avait abordé le sujet dans une session des WDays précédente, là en mai. Donc, je vois que Jennifer a envoyé le lien, donc c'est super. Oui, je reviens sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de données. Alors, j'en profite pour faire un petit coup de pub pour une association qui s'appelle GenAI Impact. Donc, je mets le lien ici et justement qui essaye de faire des mesures du coût, en fait. Alors, ils sont en recherche d'adhérents, bénévoles, tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vous encourage à y aller. Moi, j'en fais partie en tout cas. Et ils essayent de mettre en place des outils pour justement mesurer le coût, l'impact finalement de la création de modèles, mais aussi de leurs utilisations. Donc, effectivement, il est reconnu à peu près, mais voilà, avoir des chiffres pour le montrer, c'est quand même mieux, que les coûts d'inférence sont moindres, que
le coût d'apprentissage. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données. Moi, ma conviction, en tout cas, c'est que si on n'y va pas et qu'on n'essaye pas de savoir comment on peut l'utiliser, ben, en fait, les usages, ils vont se développer sans même qu'on se soit posé les bonnes questions. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, côté Jalios, avec JNLP, ce qu'on a mis en place, justement, c'est d'être un petit peu agnostique face à ces LLM. Et une piste qui avait été abordée à la session en mai dernier sur l'IA responsable, c'était de dire, aujourd'hui, ben, on a des énormes modèles qui sont lourds à charger, etc. Et peut-être une piste, c'est d'arriver au même résultat en termes de services rendus à l'utilisateur, mais peut-être en utilisant des modèles plus petits. Oui. Voilà. Et pour savoir si ces modèles plus petits sont effectivement intéressants à utiliser, bah, il faut qu'on ait des outils pour les mesurer. Mais D'où clairement, il l'intérêt est en train d'évoluer. voilà, d'où l'intérêt des initiatives comme GenAI Impact qui va permettre de mettre en place une méthodologie pour mesurer à la fois voilà, le coût d'entraînement et le coût d'inférence. Ouais. Bah, clairement, en fait, au final, plus vous utilisez une IA qui a déjà été entraînée, plus son coût redescend, son impact redescend. Parce que justement, ce qui coûte vraiment cher, c'est l'initialisation. C'est pas vraiment l'utilisation, c'est plus le calcul initial. Mais en fait, on en vient toujours aux mêmes questions, c'est-à-dire que même aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur la transformation numérique, on a plein d'outils. Aujourd'hui, on a du chat, on a du mail, on a de la visio. Et c'est comme si on demandait un petit peu votre question, Magali, c'est mais est-ce que c'est plus efficace de faire une visio ou de faire du chat? Voilà. Effectivement, on va dire bah oui, si on regarde dans la globalité, bah oui, peut-être pas besoin de lancer une visio avec de la vidéo, peut-être que le chat suffit, mais voilà, tout dépend vraiment du cas d'usage et il faut aller sur le cycle sur l'unité fonctionnelle vraiment, qu'est-ce qu'on essaye de faire et de l'optimiser en tenant compte aussi du nombre d'occurrences en fait. Combien de fois est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en cache? On peut aussi aller chercher des optimisations comme ça. Voilà, j'espère qu'on a répondu à peu près à votre question. Et puis alors après, sinon, alors j'essaye de voir, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Moi, en réaction à chaud, parce que moi, je n'avais pas votre présentation avant, je trouve que c'est vraiment très intéressant votre approche parce qu'on l'a vu, on le voit, on l'a évoqué dans les sessions précédentes. Aujourd'hui, un intranet, il faut que ça évolue, il faut que ce soit personnalisé. On en demande toujours beaucoup à cet intranet et on sait que voilà, on est dans un sujet sur la refonte des intranets aujourd'hui. Quand on lance un sujet d'intranet, on sait que de toute façon, il va falloir le faire évoluer, il va falloir le faire vivre. Et c'est vrai que là, vous avez bien mis en avant toute la richesse et l'évolutivité de. Oui, c'est dur à dire. Ouais, c'est difficile à dire, effectivement. C'est moins dur que anonymisation. J'ai essayé de le dire ce matin, je m'étais plantée aussi. Voilà, donc voilà, vous connaissez très bien la solution et vous voyez tout cet intérêt. Et bon, ceux qui connaissent déjà Jalios, ben voilà, c'était des bonnes clés pour voilà, si vous êtes dans un contexte de refonte d'un projet intranet Jalios, je pense qu'il y a de très bonnes pistes à prendre de votre session. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Jalios, ben voilà, ça vous permet de vous projeter quand même dans la durée. On choisit pas une techno pour un intranet pour 2-3 ans. Voilà, il va être refondu. On l'a vu dans le retour d'expérience ce matin d'Adoma et c'est vrai que merci d'avoir mis en avant cette manière de Jalios qu'on a d'aborder cette innovation utile, voilà, mais c'était aller en avant. Enfin, je me permets de compléter. Vraiment, c'est frappant parce que je plaisante pas quand je dis que ça fait 13 ans. J'ai des clients, ça fait 13 ans que je les ai. Et clairement, on a vu l'évolution de Jalios. C'est frappant. On développait des choses à l'époque. En bien, j'espère. Ah oui, clairement. Enfin, il y a certains éléments. Non, mais tout ça pour dire que il y a vraiment eu un travail d'écoute qui a été vraiment très important. Et du coup, pour récompenser cette écoute-là, je pense que c'est important aussi que nous, de notre côté, et que vous n'avez pas l'impression de faire du travail pour rien, que nous, de notre côté, on continue à avancer avec les clients sur ces sujets-là et revenir vers le standard, quoi. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une question de Magali. Peut-être qu'on peut rendre cette dernière question avant de présenter. Oui, bah vas-y. Après, moi, j'ai mon petit coup de pub à faire, mais vas-y. Ouais, c'est ça. Est-ce que Jalios peut... Ah bah là, pour le coup, c'est pour Jalios, mais je crois que j'ai une partie de la réponse. Il y a déjà dans le module JNLP, je crois que c'est en cours,
la transcription des vidéos. En fait, ça reprend la vidéo, ça transcrit la vidéo, et derrière, avec la transcription, l'IA est capable de la lire et de vous donner des résumés. Et si vous posez une question spécifique, donc par exemple, à quel moment on a parlé du retour aux sources et quels sont les moments propices pour le faire, il vous dira exactement à quel moment c'était dans la vidéo. Donc, vous aurez un lien pour le raccourci vers la vidéo. Et sur ce point-là, je vais compléter parce qu'il y a un webinaire de Fabien Cauvert, pareil, qui est notre spécialiste IA chez CLI, qui traite ces exemples-là. Donc, je pense qu'on pourrait retrouver le lien pour le mettre ici. Je ne sais pas si Jennifer est... Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on a déjà testé et qui marchait bien. Parce que souvent, on fait des réunions d'une heure qu'on a ratées, par exemple. Il y a des replays et on n'a pas envie de se remettre toute la vidéo d'une heure. Donc, derrière, on peut poser des questions sur les éléments qui nous intéressent en interaction directement dans notre digital. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Il y a Ludovic qui est dans le chat. Et donc, oui, en effet, comme Ludovic le dit, il y a aussi de la traduction en live sur les vidéos. Mais c'est typiquement les cas d'usage où on se dit, voilà, qu'est-ce qui consomme le plus finalement? Est-ce que regarder toute une vidéo ou avoir une IA qui nous aide, voilà, qui le fait une fois pour tout le monde? Et je pense qu'il y a un facteur qui, combien de personnes vont regarder cette vidéo? Effectivement, s'il y a juste une personne, effectivement, peut-être le coup de tout traiter par une personne, pour une personne, ça vaut peut-être pas le coup. Mais c'est pour ça que pour moi, vraiment, la transformation dans l'IA, ça va avec cette notion de démocratisation de l'information et d'accélérer encore plus cet accès à une information très... On parle de la longue traîne, là, parce qu'on est vraiment sur le petit bout qui nous intéresse et uniquement celui-là au lieu de tout ce... Clairement. Clairement. Ok, super. Alors moi, mon petit coup de pub, c'était parce que je sais, votre session, elle est intéressante parce qu'elle s'adressait à la fois aux clients Jalios et à ceux qui ne connaissent pas encore Jalios. Donc moi, mon petit message pour les clients Jalios, c'est que justement, on parlait du standard et des nouvelles évolutions. Donc moi, j'ai mon petit coup de pub pour les clients Jalios pour le webinaire de nouveautés qui va avoir lieu la semaine prochaine, donc vendredi. Je vous remets le lien ici. Donc ça, c'est uniquement pour les clients Jalios. Voilà, il faut faire partie de, de la famille des clients Jalios pour avoir accès à ça. Attends, ça veut dire que nous aussi. Pardon ? Nous aussi, du coup, on est double client, je rappelle. Voilà, tout à fait. Vous avez la preview demain au webinaire partenaire. Donc, voilà. Mais vous savez déjà tout, normalement. Et puis, il me reste plus qu'à vous remercier, Amine et Mort, pour cette session. C'est un plaisir. Merci pour les questions. Vous êtes disponibles, ainsi que les personnes de CLI là, pour aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur l'approche proposée par CLI pour une refonte de l'intranet qui intégrerait l'IA, le numérique responsable, en partant sur du standard vers... J'ai bien aimé la citation, hein. Vraiment, elle est très jolie et je pense que j'essaierai de la retenir. Il faut monter. Alors, je n'ai pas retenu exactement la citation, mais voilà. On peut choisir la pente, mais l'important, c'est de monter. Voilà. Ok, parfait. Et puis, donc, merci à vous. Et puis, pour ceux qui restent avec nous, je vous retrouve à 15h15, donc dans une vingtaine de minutes, pour cette fois un atelier démo qui sera présenté par Ariane Curie, qui est consultante avant-vente chez Jalios. Et je pense qu'elle va nous faire des petites démonstrations des fonctionnalités. Donc, peut-être qu'elle va montrer effectivement tout ce qui est utilisation de la vidéo, notamment le cas d'usage qu'évoquait Magali tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Merci à tous et à très bientôt. Vous pouvez rester connectés si vous voulez.